Lundi 12 janvier 2026, merci de votre fidélité à la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako. Le journal Famoro Djourté. Au sommaire, le Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles se projette sur l'année 2026 avec un budget prévisionnel de près de 902 millions de francs CFA. Cette orientation stratégique a été examinée lors de la 3e session du conseil d'administration tenue au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au cours de laquelle plusieurs documents clés dont les rapports d'activité financiers ont été passés au peigne fin. Le grand format de ce lundi s'intéresse au taro, un tubercule longtemps négligé mais aux vertus nutritionnelles, économiques et culturelles avérées. Considéré aujourd'hui comme un allié important dans la lutte pour la sécurité alimentaire, ce produit local révèle aujourd'hui tout son potentiel. Un dossier réalisé par Boussokoro Sérémi. Au menu de la page sport, la Super Coupe d'Espagne remportée hier soir par le FC Barcelone face à son grand rival, le Real Madrid. La CAN 2025 qui est au stade des demi-finales, ainsi que tous les résultats de la 8e journée de la Ligue professionnelle du Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la 2e édition de Mali Actualité que nous ouvrons avec l'actualité des FAMA. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale du bilan de l'opération FAMA du 11 janvier 2026 sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la surveillance du territoire, les vecteurs aériens FAMA ont effectué des frappes sur 2 regroupements de groupes armés terroristes. Le premier groupe a été traité à l'ouest de Bébélin, au sud de la forêt de Kekoro, dans la région de Djoila, faisant une dizaine de terroristes neutralisés et des motos calcinées. Le second groupe a été traité aussi avec succès au sud-est de Tinkeleni, toujours dans la même région de Djoila. Plusieurs terroristes neutralisés et des dizaines de motos détruites. La 3e frappe a concerné un véhicule des groupes armés terroristes contenant des explosifs à l'est de Kidal. Les FAMA ont déjoué une embuscade d'un groupe armé terroriste contre une mission à Léré, dans la région de Tombouctou. Le bilan fait état de plusieurs terroristes neutralisés et de la récupération d'une importante quantité d'armes, de munitions et de motos. L'état-major général des armées rassure la population de la détermination des FAMA à lutter contre les terroristes sur l'ensemble du territoire. L'association Mali Tilekura vient de procéder au lancement national de ses activités à Gao, la cité des Askia. La cérémonie, qui a vu la participation des autorités, des légitimités traditionnelles, des leaders religieux, des représentants de la diaspora et de l'ensemble des forces vives de la région de Gao, marque une étape majeure dans la mobilisation citoyenne pour la paix, la cohésion sociale et la souveraineté nationale. Le point avec Aliou Idrissa Maïga. Selon les responsables de l'association, le choix de la ville de Gao pour la tenue de cette activité est symbolique. Il traduit également la volonté de l'AMTC d'inscrire son action au cœur des enjeux de stabilité, de développement et de réconciliation nationale. Mamadou Keïta, président de l'association Mali Tilekura. Ce que je dis aux Maliens, c'est de se donner la main. Le président de la République, le général d'armée Assimi Goïta, pense pour le Mali pour que ce beau pays puisse avoir sa souveraineté. Abdraman Soumagel Maïga, président de la coordination régionale de la MTC Gao. Mali Tilekura est avant tout une association citoyenne, strictement apolitique, fondée sur des valeurs de patriotisme, de responsabilité et de solidarité. Le lancement des activités de la MTC à Gao, placé sous le signe de la paix, de l'unité et du développement, est salué par les forces vives de la région et les représentants de la diaspora venus du Niger, du Togo, du Ghana et du Burkina Faso. Abou Zaidi Ousmane Maïga, président de la coordination des autorités et légitimités traditionnelles de la région de Gao. Si les autorités traditionnelles de Gao ont accepté d'être parrains du lancement national de l'association Mali Tilekura, c'est parce que nous avons reconnu une démarche fondée sur le respect, l'écoute et l'intérêt général. Aminata Maïga, porte-parole de la diaspora. La diaspora malienne, bien que géographiquement éloignée, demeure intimement liée au destin de la nation.
Où que nous soyons, le Mali reste notre référence. Pour la réussite des activités de Mali Tilekura à Gao, l'accompagnement des autorités régionales ne fera pas défaut. Boubacar Daka Traoré, maire de la commune urbaine de Gao. Je fonde l'espoir que les objectifs fixés par cette association contribueront à améliorer la gouvernance dans notre commune, à assurer le bien-être de nos populations. Penena Munkoro, préfet du cercle de Gao. Au nom de l'État, je vous assure de notre disponibilité à vous accompagner dans toutes vos initiatives sincères, voire légales, œuvrant pour la stabilité et pour l'intérêt général. Dans son intervention, le président de l'association Mali Tilekura a insisté sur la nécessité de créer un environnement apaisé permettant la reprise des projets tels que le barrage de Taoussa, les axes routiers Sévaré-Gao et Gao-Ansongo, l'université de Gao et les voiries urbaines. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahmadou pour le RTM. Près de 902 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2026 du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles, Servitex. C'est ce qui ressort de la 3e session du conseil d'administration en cours au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au cours de la rencontre, près d'une dizaine de documents, notamment l'adoption et l'examen du rapport des activités financières, ont été analysés. Suivons le compte-rendu de Fadema Keïta. Spécialisé dans la recherche scientifique et dans l'écosystème industriel et textile du Mali, le Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles Servitex assure la formation initiale et continue des chercheurs. Il se bat également pour la promotion de la recherche appliquée dans les domaines des textiles et des industries légères au niveau national, sous-régional et régional. Cette 3e session permet donc au personnel d'atteindre les objectifs visés en 2026. Awa Doumbia, directrice générale du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles Servitex. Pour cette année 2026, nos priorités porteront sur le renforcement des capacités pédagogiques et scientifiques, la modernisation des laboratoires, l'intensification de la recherche appliquée, la consolidation des partenariats et surtout la diversification des ressources propres. Cette ambition dépend de l'analyse judicieuse des documents soumis à l'appréciation des administrateurs présents. Professeur Moussa Tangara, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les travaux de la présente session porteront essentiellement sur l'examen et l'adoption du procès verbal de la 2e session du Conseil d'administration du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles, l'examen et l'adoption de l'état d'exécution des recommandations de la 2e session du Conseil d'administration du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. Malgré la crise énergétique et la situation sécuritaire, Servitex a fait preuve de résilience et de capacité d'adaptation en 2025. Awa Doumbia, directrice générale du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles Servitex. En 2025, nous avons renforcé les compétences de nos équipes à travers des formations techniques et scientifiques au Mali, mais aussi à l'international, ce qui a contribué à améliorer la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations, et l'opérationnalisation des conventions favorisant les stages, la mobilité académique et la collaboration avec les entreprises. Malgré ces prouesses, il y a des difficultés auxquelles l'État et les partenaires doivent faire face. En l'occurrence, l'insuffisance de financement affectant la rénovation des infrastructures, la maintenance des équipements et l'acquisition d'autres matériels plus performants. Actualité hors de nos frontières. En Ouganda, à quelques jours de l'élection présidentielle, la population redoute une montée des tensions. Certains membres de l'opposition ont été arrêtés, d'autres violentés. Amnesty International parle d'une campagne brutale de répression visant l'opposition. L'élection présidentielle en Ouganda aura lieu le jeudi 15 janvier. Parmi les candidats en lice, le président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, son principal adversaire Bobi Wine de la plateforme de l'unité nationale NUP et un ancien chanteur devenu une figure importante de l'opposition. Le Bénin a organisé dimanche 11 janvier 2026 ses élections législatives et communales dans un contexte politique encore marqué par la tentative de putsch déjouée le 7 décembre 2025. Près de 9 millions d'électeurs étaient appelés à départager les listes en lice pour
pourvoir les 9 sièges de l'Assemblée nationale et plus de 1800 postes de conseillers communaux, désormais élus pour un mandat de 7 ans à la suite de la révision constitutionnelle de novembre dernier. Selon la Commission électorale nationale autonome, Sénat, le scrutin s'est déroulé normalement sans incident majeur signalé. Le président sortant, Patrice Talon, qui achèvera son second mandat en avril 2026, a exercé son droit de vote dimanche matin. Ces élections qui interviennent à 3 voix de la présidentielle devraient renforcer l'influence de la coalition au pouvoir et dessiner le paysage politique en vue de la succession de Patrice Talon. Le ministre des Finances, Romuald Wadani, désigné par le président sortant, figure parmi les grands favoris pour prendre la tête de l'État. L'Éthiopie lance la construction du plus grand aéroport d'Afrique, un méga-projet de 12,7 milliards de dollars destiné à faire de l'Éthiopie une plaque tournante mondiale du transport aérien. Situé à Bishofu, à 40 km d'Addis Abeba, ce futur hub s'étendra sur 35 km² et pourra accueillir jusqu'à 110 millions de passagers par an, soit près de 5 fois la capacité actuelle de l'aéroport Bolé. La construction, qui doit durer 5 ans, comprendra aussi une autoroute à plusieurs voies et une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant le site à la capitale. Financé en partie par Ethiopian Airlines, le projet a déjà bénéficié d'un apport de 500 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Les autorités éthiopiennes négocient actuellement avec d'autres institutions financières internationales pour boucler le budget. Mais ce méga-projet a un coût humain. 2500 agriculteurs ont été relogés pour un coût de 350 millions de dollars. Avec ce futur aéroport, l'Éthiopie rêve de devenir le carrefour aérien de l'Afrique et au-delà. Un pari audacieux qui pourrait redessiner la carte du transport aérien mondial d'ici 5 ans. À Sikasso, il se fait appeler taro et il est un tubercule auquel on accorde peu d'importance, pourtant essentiel dans la lutte contre la sécurité alimentaire. Derrière ces allures modestes se cache un aliment aux multiples vertus nutritionnelles, économiques et culturelles. Des bienfaits méconnus du grand public, mais que l'ORTM Sikasso nous fait découvrir à travers des témoignages de spécialistes, chercheurs, commerçants et certains consommateurs. Suivons les détails avec Moussokoro Siremi. Plus connu sous le nom de Kurubaga dans la langue vernaculaire bambara et taro en français, cet aliment originaire d'Asie du Sud-Est fait partie de la grande famille des tubercules, racines et plantes, principalement cultivées dans les zones tropicales humides, notamment en Afrique de l'Ouest, pour sa capacité d'adaptation, de résistance aux conditions climatiques, mais aussi son rôle dans la sécurité alimentaire. Ici, à Wayerma 2, dans la famille Traoré, Salimata Koulibaly fait partie de celles qui en ont fait leur activité saisonnière génératrice de revenus. Et pour pouvoir approvisionner ses clients à temps, elle est sur pied depuis 5 heures du matin. Cette activité me permet de subvenir à certains de mes besoins et je peux vendre facilement 2 sacs de 50 kilos en une semaine, soit 3500 par jour. Sa cuisson prend 3 à 4 heures de temps et la plupart de mes clients évoquent des effets bénéfiques dans la prévention de l'appendicite chez les hommes. La commercialisation de ce tubercule repose sur un circuit bien structuré où le sac de 50 kg est cédé entre 6 000 et 6 500 francs selon la période. Drissa Kone, commerçant au grand marché de Médine. Le marché de Sikasso est majoritairement ravitaillé par la zone de Niena et l'expédition se fait à Bamako et dans plusieurs localités du pays. Consommé toujours après cuisson, le taro est reconnaissable à sa peau brunâtre et à sa chair légèrement violacée. Le produit est au cœur de nombreuses traditions alimentaires et est apprécié pour son pouvoir rassasiant et ses nombreuses vertus. Chefin Kone, consommateur. Je suis Mianga. Et chez nous, le taro est recommandé pour les repas. Quand je vois des gens en train de vendre du taro, je suis tenté de payer. Mieux, ma mère était là avec moi. Et quand tu vas au marché, le meilleur cadeau que tu puisses lui apporter, c'est le taro. Si certains le consomment pour assouvir leur faim, d'autres sont unanimes sur ses effets dans la prévention des malaises liés à la présence de cristaux de pierre ou de sable dans le corps. Sissi Assitangossogo,
consommatrice. Ce produit neutralise les parasites intestinaux et les cristaux de pierre que nous consommons à travers les aliments. Fatoumata Koni, consommatrice. Sa consommation est un rituel chez moi. Et je ne prends jamais le petit déjeuner sans ma dose journalière. Derrière cette consommation quotidienne, le taro renferme aussi des valeurs nutritives essentielles au bon fonctionnement de l'organisme et suscite l'intérêt des spécialistes. Abdoulaye Maïga, ingénieur sanitaire en nutrition à l'hôpital de Sikasso. C'est un aliment qui est très riche en vitamines, telles que la vitamine B1 et B2. Ça contient aussi des sels minéraux, tels que le fer, le calcium et le phosphore. Ça contient aussi la protéine. Même les femmes enceintes peuvent utiliser cet aliment. À défaut même de la viande, on peut utiliser cet aliment. Les gens qui ont des problèmes cardiaques, c'est l'hypertension artérielle, ils peuvent utiliser cet aliment. C'est très bon pour eux aussi. Ça lutte aussi contre la constipation, les vers intestinaux aussi. Mais les atouts du taro ne se limitent pas à l'assiette, puisque sa culture, sa résistance et son potentiel font également l'objet de recherches, notamment dans le domaine des plantes, racines et tubercules. Salouma Makalou, chercheur responsable sur les plantes, racines et tubercules à l'IER Sera de Sikasso. Le nom scientifique c'est Colocasia esculenta. De façon mondiale, le taro occupe la 5e place après la pomme de terre, le manioc, l'igname et la patate douce. Mais au Mali, nous pensons que même spécifiquement dans la zone Afrique de l'Ouest, ça fait partie des plantes négligées. Ici au Mali, la plante est cultivée à Sikasso et dans la zone de Kéniba. L'ensemble de ces genres et ces espèces ont une durée de cycle végétatif de 8 à 18 mois. Mais très généralement, pour l'espèce que nous avons ici, Colocasia esculenta, à partir de 6 à 7 mois, lorsque les feuilles commencent à se flétrir, donc ça annonce vraiment le début de la récolte. À la fois nourrissant, bénéfique pour la santé et source de revenus pour de nombreuses familles, le taro mérite désormais d'être mieux valorisé et mieux intégré dans nos habitudes alimentaires. Sikasso, Msokora Sereme et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Fotiki Tunkara est sur place pour la page des sports. Bonjour Fotiki. Bonjour Famour Djourté, bonjour à tous. On commence avec le football. D'ailleurs, l'actualité sportive est essentiellement football. La 8e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel a pris fin hier. Oui, avec notamment 3 rencontres au programme. Binga FC a dominé l'ASCO 2-0. L'FC Malkoura a perdu contre l'US Bougouba 2-0 également. L'AS Bakardian d'Ibarawili et a fait match nul. Un but partout. Samedi, le FC Diara s'est incliné devant l'AS Sierra de Bamako 2-0. Les 11 cratères Ignarela ont perdu contre Derby Academy 1-0. Le Djuba AC a gagné contre Isfas 1-0. Le Stade Malais de Bamako a été tenu en échec par l'US Bougouni 0-0. Le classement est pour le moment dominé par l'AS de Bamako, leader avec 17 points devant Binga FC, deuxième, 17 points également. Le Djulba AC est troisième avec 16 points. Le Stade Malais de Bamako est quatrième avec 15 points. On retrouve dans la zone rouge les 11 cratères de Nyerela et le FC Malkoura avec respectivement 2 et 1 petit point. Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Maroc 2025. La compétition est désormais au stade des demi-finales prévues mercredi. Oui, les candidats de la CAN Maroc 2025 a accouché de 2 belles empoignades en perspective. D'un côté, le Sénégal affrontera l'Égypte à 16h. De l'autre, le Nigeria en découdra avec les pays hôtes, le Maroc, à partir de 19h. Des gros chocs qui ont tout l'air de finale avant l'heure et qui nous font déjà saliver. Et notamment font saluer aussi beaucoup d'observateurs selon lesquels ces caridas ne manquera certainement pas de piquant compte tenu des ingrédients qui assaisonnent ces matchs. Là-dessus, je vous propose d'écouter les analyses de l'ancien défenseur des Aigles du Mali, Cédric Kanté, que nous avons joint au téléphone.
deux oppositions de style. On parle de Sénégal-Égypte. Il y a pas mal de points de comparaison à faire. Sénégal-Égypte, Maroc-Nigeria avec deux équipes ouest-africaines, une francophone, une anglophone, et puis l'Égypte et le Maroc. Point de vue Sénégal, ils ont vu comment la Côte d'Ivoire a perdu un petit peu cette bataille tactique et même dans l'engagement. Et là, pareil, je pense qu'on peut presque analyser les deux matchs de la même manière. Même si le Maroc sera soutenu par un stade entier, ils vont devoir remonter leur curseur niveau athlétique. C'est ce qu'ils avaient fait face au Cameroun de fort belle manière. La différence, c'est que offensivement, le Nigeria a d'autres arguments. Donc, il va falloir réaliser un match énorme. Je veux dire que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a presque deux finales en demi-finale. Pas forcément le cas chaque édition de la CAN. Donc, il va falloir être très fort athlétiquement et réussir à contrôler les individualités. Pour le Nigeria, ça va être contrôler Brahim Diaz. Pour le Maroc, ça va être contrôler les appels d'Osimhen. Mais ça va se jouer sur des détails parce qu'on a deux coachs intéressants, Eric Chel et Regragui, qui ont montré qu'ils savaient préparer les échéances et qui avancent avec des grosses individualités. Donc match indécis. Sur le Sénégal-Égypte, il va falloir faire attention au ballon en profondeur parce que je pense que tactiquement, on va aussi avoir Mohamed Salah, Marmouche qui vont essayer de partir dans le dos de Koulibaly et de Niakhaté. Et puis en termes de gabarit, l'Égypte, ils ont une grosse défense centrale, surtout s'ils rejouent à 3 éléments. Donc côté Sénégal, il va falloir essayer d'éviter l'axe, peut-être essayer de trouver des frappes à 20 mètres ou alors vraiment de contourner le bloc pour centrer. Ça va être aussi une bataille tactique. Il va falloir être patient parce que je pense que les gars sénégalais ont vu l'Égypte, donc ils vont peut-être pas forcément être trop hauts aussi. Il va falloir être très compact à l'intérieur du jeu pour empêcher les passes vers les flèches égyptiennes. Mais voilà, ça va être deux affiches passionnantes. Voilà, Cédric Kanté, ancien défenseur des Aigles du Mali. Alors, faut-il le préciser, la compétition observe 3 jours de repos commencés hier et reprend ses droits après-demain, mercredi, avec les demi-finales à l'issue desquelles l'affiche de la finale de cette édition 2025 sera connue. Avant ces demi-finales, la configuration du Caridas soulève le débat de l'expertise africaine sur les bancs de touche des sélections nationales africaines. Les 4 équipes du dernier carré sont toutes conduites par des Africains. Oui, la CAN Maroc 2025 a donc déjà été marquée par l'arrivée de 4 sélectionneurs africains dans les demi-finales. Un exploit historique qui ne s'était produit qu'une seule fois et c'était en 1965. Le débat donc sur la tropicalisation des staffs techniques des sélections africaines refait ainsi surface avec ces coachs africains qui prennent le pouvoir. Il s'agit en l'occurrence du Malien Eric Sekchel avec le Nigeria, Pape Thiaw avec le Sénégal, Oussam Hassan avec l'Égypte et Walid Regragui avec le Maroc. Cette configuration rappelle l'édition de 1965 organisée en Tunisie où le Ghana, la Tunisie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire avaient également atteint les demi-finales sous la direction des sélectionneurs africains Charles Djamfi pour le Ghana, Mokhtar Ben Nassef pour la Tunisie, Habib Ba et Libas Diop pour le Sénégal et Alphonse Bissouma Tapé pour la Côte d'Ivoire, qui avait donc montré que le continent pouvait compter sur ses propres talents pour encadrer ses équipes. Avec ces 4 sélectionneurs africains dans le dernier carré, la CAN 2025 met en lumière le potentiel et la crédibilité des entraîneurs locaux. Les pays africains peuvent désormais miser sur leurs talents nationaux pour construire des projets solides et ambitieux capables de rivaliser sur la scène continentale et même au-delà. La Supercoupe d'Espagne de football a été remportée hier à Jeddah par le FC Barcelone, vainqueur 3-2 du Real Madrid. Oui, le FC Barcelone remporte la Supercoupe d'Espagne après une finale spectaculaire contre le Real Madrid, battu par 3-2. Votre Real Madrid, Fameux Djourté. Le Classico a encore tenu toutes ses promesses hier en finale de la Supercoupe d'Espagne. Le FC Barcelone qui s'est donc tout simplement offert le trophée en dominant 3-2 le Real Madrid à Jeddah en Arabie Saoudite avec notamment un doublé de Rafinha. Les 7 buts marqués la saison passée lors de la victoire 5-2 du Barça n'ont pas été égalés, mais en termes d'intensité, la finale de la Supercoupe d'Espagne version 2026 à nouveau remportée donc par l'FC Barcelone face au Real Madrid a encore atteint des sommets en termes d'occasion, de rebondissement, de gestes spectaculaires et de suspense. Il a tout eu, comme souvent dans les confrontations avec ces deux clubs. Et comme souvent ces derniers temps, le club catalan en est sorti vainqueur. C'est la 3e fois en 4 ans que le FC Barcelone remporte ce trophée disputé en Arabie Saoudite. Et je pense que les statistiques sont assez parlantes.
Merci beaucoup Fotri Tunkara. Merci à vous aussi. Et c'est sur cette page des sports que prend fin la deuxième édition de Mali Actualité de ce 12 janvier 2026. Mise en nom de Bintou Traoré et Tenema Doumbia, mise en ligne Badji Touré, présentation Famourou Djourté, Brahma Traoré m'a aidé à la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la radio nationale du Mali.